Bonjour. Je suis ravie de participer à ce Sommet de la Conscience 2020, organisé par mon amie Anna Sandrea. Merci Anna pour l'invitation. J'ai le goût de partager aujourd'hui avec vous un thème qui m'est très cher. Un thème que j'ai l'impression qu'il m'a fallu toutes les années derrière moi, et croyez-moi, elles sont nombreuses, pour arriver à traiter de ce sujet avec toute la délicatesse, toute la finesse, mais aussi une certaine conscience qui est nécessaire pour traiter d'un sujet qui est aussi passionnant que le pouvoir créateur. Ces dernières années, j'ai été confrontée à nombre de personnes qui, notamment venant du milieu de la non-dualité, sont certains de ne pas avoir de pouvoir créateur, et le peu de pouvoir qu'elles ont de temps à autre le refusent ou y renoncent. J'ai cru pendant un certain temps que nous n'avions aucun pouvoir créateur. Et il y a aussi cette étape que j'ai vécue et que certainement plusieurs parmi vous ont vécu ou vivent. C'est cette période où le petit ego vindicatif croit que c'est lui qui crée. Alors évidemment, le pouvoir créateur dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas celui du petit ego, mais d'une instance supérieure en soi. On peut se rendre compte très facilement, et j'aurais envie de vous aider à faire l'expérience de ce dont je vous parle. Admettons que nous n'ayons pas de pouvoir créateur, ce qui pourrait être fort accommodant, et accommodant aussi par le fait qu'on n'a pas à prendre de responsabilité. Si on ne crée pas, on est responsable de rien. Et vous avez certainement entendu des gens croire qu'on est responsable de rien. Pour moi, c'est impossible. Nous sommes créateurs et nous sommes responsables de ce que nous créons. Parce que nous avons été créés, et comme si tout ce qui est créé reçoit le pouvoir de créer, et nous créons des projets, des enfants qui, à leur tour, ont la capacité de créer. Alors on se transmet le pouvoir créateur comme Dieu, entre guillemets, et selon la définition que vous avez de Dieu, nous a transmis son pouvoir créateur. Alors il n'est pas bien sûr en haut de nous, il est en nous. Tout ça est à l'intérieur de nous, pour peu qu'on puisse le contacter, le reconnaître à l'intérieur de soi. Nous sommes des êtres divins qui avons été créés par des êtres divins, et dans la mesure où nous pouvons nous détacher de notre mental, nous pouvons retrouver la vérité à propos de qui nous sommes, et aussi retrouver notre puissance créatrice qui est absolument, absolument incroyable. Et peut-être un petit exemple pour voir comment on crée, mais de façon très très passive. Juste prenez quelques instants pour mettre votre attention sur une fleur ou sur un verre d'eau. On sait que l'eau est l'élément dans la nature qui prend l'information le plus facilement. C'est pour ça, bien sûr, que le docteur Emoto a fait toutes ses expériences avec de l'eau gelée, à qui il disait des prières ou des louanges, et d'autres à qui il disait des méchancetés, et qu'immédiatement, on voit dans la configuration de l'eau gelée des formes soit très harmonieuses et on dirait belles, parce que c'est le mot qu'on dit pour ces formes qui sont justement en harmonie avec ce qu'on a de plus beau en soi, et d'autres formes qui étaient flétries, assombries et complètement dans un état de désuétude dans lequel on peut se retrouver parfois, nous, en tant qu'être humain. Alors, simplement, si vous avez un peu de sensibilité, et de nombreux tests sont proposés sur Internet en regard de ça, juste en étant passif devant un verre d'eau,
ou devant vos plantes, à les aimer, à les louanger, à leur dire que vous avez envie de la meilleure vie qui soit pour elles, vous allez voir que très rapidement, l'état de ce qui est regardé change. Et si c'est valable quand on fait l'exercice en conscience, on peut aussi se dire qu'on est toujours en train de regarder les gens autour de nous, la nature, l'ordinateur, la voiture, les infos. Le simple fait d'être en train de les regarder, nous créons. C'est extraordinaire de se rendre compte de l'immensité de notre pouvoir. Et que ce soit en regardant les infos, si on a un esprit critique et qu'on n'a pas de compassion, par exemple, pour la souffrance qui nous est donnée à regarder, nous co-créons le monde dans lequel nous vivons. Et à chaque fois que nous sommes capables de regarder le monde, nos enfants, nos amis, nos collègues ou des parties de nous-mêmes avec bienveillance, nous créons quelque chose de meilleur et surtout de plus agréable à goûter, particulièrement quand c'est à l'intérieur de nous. Force est de constater que nous créons totalement la vie que nous vivons. Nous la créons à partir de ce que nous avons de plus beau et de plus lumineux, mais nous la créons aussi à partir de nos mémoires, de nos nombreuses croyances limitantes, à partir de nos peurs, de notre désespoir, avec notre méfiance envers la vie ou les personnes qui nous entourent. Et plus on se rend compte de l'immensité de notre pouvoir créateur, au fur et à mesure qu'on s'en rend compte, on a tendance à avoir peur parce que c'est un peu terrifiant de savoir qu'on a autant de pouvoir. Alors la solution que la plupart d'entre nous avons trouvée, c'est de se mettre la tête dans le sable et de nier son pouvoir créateur. Et de dire finalement, si je vis ce que je vis, c'est Dieu, c'est impersonnel, c'est la source, c'est les autres, c'est mes parents, c'est la vie qui veut ça. Je veux bien croire que nous sommes co-créateurs de notre vie, et nous allons en parler. Mais nous avons un certain pouvoir créateur. Ce que j'ai observé, c'est que on ne peut pas créer tout ce que nous voulons. En tout cas, moi, je ne le peux pas. Et je vous assure que j'aimerais le faire. Mais parce que je vis en société, parce que je vis actuellement, j'ai envie de faire une petite parenthèse pour le dire à nos auditeurs que j'ai le plaisir de faire cette vidéo à Bruxelles avec une vingtaine d'amis qui étaient présents pour un stage justement sur créer sa vie. Alors ils sont là, ils m'écoutent, ils sont présents avec vous et je voudrais dire un immense merci du plus profond de mon cœur à tous mes amis belges et les quelques Français qui étaient avec nous pour ce stage et qui font que cette rencontre sera colorée de la présence de ces personnes et je me réjouis que ce soit ces personnes qui soient, je dirais, qui habitent avec moi cette vidéo. Alors, je disais que il est absolument impossible de créer uniquement pour soi parce que nous sommes toujours en relation avec d'autres personnes. Et c'est parce que c'est vous qui êtes là aujourd'hui que je dis ce que je suis en train de dire, mais il y aurait d'autres personnes et certainement que ça colorerait mon message. Et quand on est en relation intime avec des personnes, on pense bien sûr à notre famille, nous sommes ce que nous sommes, mais inévitablement, nous nous façonnons au travers de la relation que nous vivons avec nos proches. Et si nous avons des relations qui sont tumultueuses, soit nous restons prisonniers de cette colère,
soit nous profitons de ces difficultés pour travailler sur nous et aller voir ce qui fait que nous sommes en réaction à certains propos ou certains gestes des personnes qui nous entourent. Ce qui veut dire que c'est comme si les autres nous donnent un peu toujours la réplique pour nous permettre d'aller voir ce qu'il y a au fond de nous et enfin révéler ce que nous avons qui est ceux qui ont fait des thérapies, ceux qui sont des habitués de l'introspection, nous savons qu'on est capable d'aller voir en nous, par exemple, ce qui nous fait souffrir ou ce qui nous limite. On sait le faire. Mais en fait, la vie et nos amis sont d'immenses et de généreux thérapeutes qui font que, oui, ça nous fait rire, qui font que ils nous font sortir justement nos blessures, nos limitations, et nous, par le fait même, nous procurent l'occasion de transcender tout ça. Alors, nous sommes bien sûr au départ en création de notre vie, de nos projets. Mais ce que je trouve le plus beau et le plus touchant, c'est de savoir que, en cet instant, je suis en train de me créer. Et quand j'aurai fini de vous parler dans une petite demi-heure, je serai différente du moment où j'ai commencé. Et parce que j'ai vécu ce matin ce que j'ai vécu avec le groupe, je suis différente. Et il en va ici de tous les instants de notre vie, ce qui fait qu'on se crée en permanence. Et il n'y a rien de plus beau, voire de plus émouvant, que de savoir que je suis en train de me créer. Et c'est une œuvre magistrale, certainement la plus importante de notre vie, d'où la nécessité d'être conscient de son pouvoir créateur et surtout de ne pas se laisser prendre par le mental qui voudrait nous raconter des histoires et nous faire tourner en rond dans nos blessures. Alors bien sûr, quand on y touche ces blessures ou ces croyances limitantes, l'idée c'est d'être capable de les mettre en avant pour être capable de les transmuter. Sinon, si on n'est pas apte à les ressentir, et c'est vraiment la clé, si on n'est pas apte à les voir et à les ressentir, voir et ressentir, ça veut dire en être conscient, c'est ce que fait la conscience, elle voit et elle ressent. Si je ne peux pas faire ça, c'est-à-dire prendre de la distance, voir, ressentir et transmuter, je suis dans ma blessure, dans ma réaction, et je l'alimente, et je lui donne des proportions qui sont excessives. Je sais que vous savez tous de quoi je parle, on a tous expérimenté ça assez souvent pour qu'arrive un jour qu'on se dise il doit bien y avoir une autre façon de fonctionner. Il est intéressant de voir que bien sûr, les autres sont des révélateurs de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mais je voudrais apporter une précision, parce que parfois, je trouve que cette idée, elle est un peu galvaudée ou un peu mal comprise. C'est-à-dire que si je regarde quelqu'un et que je vois, par exemple, qu'elle est dans le manque ou qu'elle est triste, on aurait tendance à croire que je fais une projection. Tu vois que si je vois le manque, c'est parce que je l'ai en moi. Ça, c'est une légende urbaine. Ouais. Qu'il faut se les donner. Je peux voir que ici, il y a une conscience plutôt lucide, et on le sait à peu près quand on est lucide. Tu vois? Et donc, il y a une présence ou une conscience qui est transparente et qui se pose sur une personne ou sur une situation et qui est capable de voir qu'il y a de la beauté, qu'il y a de la colère, qu'il y a du manque. Et ici, en ce moment, il n'y en a pas. Il y a juste une conscience qui voit cela.
Bien sûr, ce qui me permet de reconnaître ce que j'ai nommé, c'est parce que je les connais, j'en ai déjà fait l'expérience. Mais ça ne veut pas dire que je suis en ce moment ou particulièrement quelqu'un qui soit dans le monde. Alors, je vais juste apporter une précision par rapport à ça, pour cesser de croire qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose, c'est parce qu'on est dans ça. Non, pas forcément. On peut aussi être dans une conscience qui est lucide. Tout comme les gens me disent parfois quand ils sont en méditation et qu'ils entendent parler à l'intérieur d'eux, ils disent « Ah, mais c'est mon mental qui me parle et qui me cause et ça m'embête. » Non, parfois c'est le mental qui nous parle de l'intérieur. Parfois c'est la conscience qui vient nous donner des enseignements que nous avons besoin d'avoir. Donc ne vous méprenez pas sur les dialogues intérieurs, ce n'est pas toujours du mental, c'est parfois aussi votre bonne conscience qui vous parle. Oui, oui. Y a-t-il un moyen de déterminer quand c'est le mental ou quand c'est la conscience qui parle? Oui. C'est le même moyen que j'ai pris pour savoir distinguer un bon vin de la piquette. Il faut en boire un peu tous les jours. C'est l'entraînement. C'est l'entraînement. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Mais c'est important que... Non, je ne bois pas tant que ça, mais j'aime bien rire. C'est important de pouvoir valider. Bon, là, je crois que c'était mon mental, mais quel moyen je peux me donner pour savoir si j'ai raison de croire que c'est mon mental? Okay. Là, je vais inventer un truc. Là, si je veux savoir si c'est mon mental, je me dis, dans les 5 minutes qui suivent, je veux avoir un signe clair que c'est bien mon mental. Et je ne sais pas le rapport que vous avez avec votre mental, mais moi j'ai un rapport très aimant avec mon mental. Même si de temps en temps il me joue des tours, il est un peu rusé, même s'il veut de temps en temps prendre un peu trop de place, on est quand même en très bon terme et c'est surtout un outil qui est extrêmement précieux. Alors si je lui dis, mon chéri, si ce que j'ai entendu pendant la méditation vient de toi, fais-moi un signe. Et je lui donne un petit délai, par exemple 5 minutes ou 10 minutes, et j'attends. Et je dirais, le mental, ce qu'il y a de beau, et ça peut être, je peux interpeller le corps, je peux interpeller mon cœur ou n'importe quelle partie de moi, ou extérieure. On a des signes qui nous viennent parfois des oiseaux, des arbres, bon, il en vient un peu de partout. Mais particulièrement, si c'est une partie de moi, c'est très intime et ça me permet d'aller valider les informations et de savoir que chaque partie de moi a son importance. Et je donne à mon mental le rôle qui lui est propre, celui de serviteur, de m'aider dans la survie, mais je donne à mon cœur et à mon âme et à l'être, je leur laisse le rôle qui leur est imparti. Tu viens de citer différentes parties et parler de rôle de chacune des parties. Est-ce que tu peux définir? Oui, je peux les définir et peut-être regarder quel rôle chacun occupe en soi. Et vous allez trouver, bien sûr, dans la première partie du livre, une description bien détaillée de toutes les parties de soi. Je vais d'abord les énumérer, puis les définir. La première, c'est l'être, le soi. La deuxième, c'est l'âme. Le troisième, c'est l'être conscient, ou la conscience individuelle. Le suivant, c'est l'être aimant, le cœur, le siège de l'amour. Le suivant, c'est l'ego. Un ego qui, selon qu'il vive dans la séparation ou dans l'unité, sera une chenille qui est devenue un papillon, mais qui va quand même être, c'est l'être agissant.
Et le dernier, c'est le corps, c'est l'être physique, donc le corps. Alors, nous avons toutes ces parties de soi qui ont une fonction différente. Au quotidien, quand on vit, on ne se rend pas compte de toutes ces parties, mais j'aime bien qu'on prenne un moment pour tourner notre conscience vers quelque chose qui est à l'intérieur de soi totalement vide et silencieux et infini. Et là, j'en profite pour dire que tous ceux qui écoutent, toutes les personnes qui sont avec moi sont en train de le faire, et donc ça facilite à toutes les personnes qui vont écouter la vidéo de faire cet exercice en même temps que vous l'écoutez. Je vous invite bien sûr à ne pas juste faire une écoute passive, mais à être actif intérieurement, donc à tourner votre regard vers le soi. Et comment on sait que vraiment on regarde le soi? Ben, tout ce qu'on voit, c'est rien. C'est vide. Et c'est toujours vide. Et qu'importe les perturbations que vous pouvez vivre dans votre vie, il y a toujours cet espace éternellement vide, silencieux, immaculé et infini. La deuxième partie, c'est l'âme. L'âme est l'instance la plus importante de notre vie en tant qu'humain. En tant qu'être, évidemment, c'est le soi, notre nature véritable. Mais en tant qu'être incarné, c'est l'âme qui a le rôle le plus important, parce que si nous sommes ici sur Terre, c'est que notre âme a fait le choix de cette expérience. Elle aurait pu s'expérimenter sur d'autres plans de conscience, mais elle a fait le choix de venir dans un corps physique, dans la troisième dimension, et d'opérer avec un cœur humain qui peut par ailleurs se connecter à l'amour inconditionnel. L'âme s'expérimente aussi avec une conscience individuelle, et la conscience de chaque individu, elle est en développement, comme toutes les parties de la manifestation sont en développement. Par ailleurs, cette conscience individuelle, elle peut se connecter à la conscience totale. Et ceux qui ont regardé la vidéo de l'an passé, où j'ai parlé de l'éveil du cœur, où il n'y a plus de séparation entre le cœur humain et le cœur transcendant, le cœur universel. Alors, je fais une petite révision. Il y a le soi, il y a l'âme, il y a le cœur, il y a la conscience, humain et absolu. Et puis, il y a l'ego, l'être agissant, l'être grâce à qui nous pouvons nous mettre en action. L'âme n'agit pas, elle n'a pas ce pouvoir, ce n'est pas dans ses fonctions. Le cœur, sa fonction, c'est de transmuter. La conscience, c'est de voir et de ressentir. Mais si je veux parler, si je veux agir, c'est parce que j'ai un ego que je peux le faire. Et si j'ai un ego qui est vaillant, disponible, dévoué et au service de l'âme, ça se passe extrêmement bien. Et il n'y a aucune raison de vouloir faire disparaître l'ego. Il y a juste besoin d'être aimé, d'être reconnu et bien sûr d'être transformé. C'est une partie du travail que nous avons à faire avec l'ego. Mais comme je vous disais tout à l'heure aussi, on a un certain travail à faire avec l'ouverture du cœur pour apprendre à aimer toujours de plus en plus inconditionnellement. Éveiller notre conscience de plus en plus et se dissocier de toutes les informations qui sont dans le mental. Alors ce sont des aspects sur lesquels nous travaillons sur ce chemin spirituel. Et après l'ego, il y a ce corps qui, pour des raisons que j'ignore, dans certaines pratiques est un peu oublié et dans d'autres vraiment très très reconnu. Je peux reconnaître que sur mon chemin spirituel et que dans ma vie actuellement, le corps n'est pas prioritaire, mais il y a beaucoup plus de place qu'il en a eu il y a plusieurs années. Il était, je dirais, un peu oublié jusqu'à il y a peut-être une dizaine d'années.
Et maintenant, j'en ai plus conscience. Je l'habite, bien sûr, davantage. Et c'est un allié absolument extraordinaire qui a toute ma reconnaissance et tout mon amour. Alors voilà toutes les parties de soi. Et même si on les dissèque un peu en morceaux, évidemment, ça fonctionne ensemble. Mais si vous êtes en train de, comment dire, si vous êtes très attentif à ce que vous avez à voir en cet instant, vous pouvez faire l'expérience de quelque chose que j'appelle le moi réalisé, moi avec un M majuscule, et qui est vraiment l'union de toutes ces parties de soi qui travaillent ensemble dans le but d'une évolution individuelle et collective. Donc, à chaque fois que je travaille sur moi, que je me sens plus réunie ou unie à l'intérieur, à chaque fois que je guéris quelque chose, je le fais pour moi, mais aussi, bien sûr, pour mes proches, mais aussi pour toute l'humanité qui est en train de vivre un basculement important de la conscience. Je reviens sur cette notion de moi réalisé qui est quelque chose que j'ai réalisé il y a juste quelques années, et de voir qu'il y avait comme un grand moi, mais ce moi, il est en même temps individuel et il baigne dans l'impersonnel. Donc c'est vraiment un mariage heureux et conscient de tout ça qu'est ce moi réalisé. Et bien sûr, ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que vous puissiez créer votre vie à partir de cet espace du moi réalisé. Pour moi, ce qui est difficile, c'est d'imaginer ce mariage tout le temps en même temps, parce qu'il y a ton ancien enseignement plus traditionnel d'être avec ce qui est, et puis ici, je vais créer, mais pour bien réaliser que je ne crée pas mes membres, je ne crée pas ce qui me dérange, est-ce que je peux tout le temps en même temps être consciente vraiment, est-ce que je ne dois pas plutôt regarder ce qui est là vraiment pour moi avant de m'élancer dans l'action? Donc est-ce que ça peut être pas l'un après l'autre ou ça peut être vraiment tout le temps en même temps? C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours avoir beaucoup de conscience sur tout. On n'en a pas suffisamment. Alors juste être présent à ce qui est dans l'instant, c'est déjà beaucoup. Après, il y a je dirais deux mouvements. Celui qui est de, après avoir suffisamment travaillé sur soi, libérer des mémoires, des croyances, des peurs, toutes ces limitations, la culpabilité, la tristesse et tout ça, après avoir libéré, après avoir pris conscience de son pouvoir créateur, et là on touche un point qui est extrêmement important, mais nous allons y revenir, après être vraiment connecté aux aspirations de mon âme. Si tout ça est en place, j'ai même plus besoin de prendre conscience, ça fonctionne tout seul. C'est plus tranquille. Et c'est plus fluide. Et c'est comme cette notion d'être à l'écoute de cette instance suprême en soi, qui est l'âme. Si je suis toujours connectée à ça, je sais toujours quoi faire. Et les mots qu'on peut utiliser souvent quand ça fonctionne comme ça, c'est « ça coule de source ». Ah oui, ben oui, ça coule de source. Alors, évidemment, la source vivante et immuable en nous, c'est le soi, mais
ça coule de source, mais c'est en même temps individuel. Si ça coule de source pour moi de faire ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi quelque chose de personnel. Alors quand on est bien connecté à la source, à l'intérieur personnel et impersonnel, et qu'on a assez bien déblayé le terrain, ça fonctionne tout seul. Et il n'y a même plus à avoir de conscience particulière, c'est que tu es connecté et tu sais toujours quoi faire. Et l'autre mot qu'on peut utiliser souvent pour parler de ça, c'est évident. C'est évident que je vais faire ce stage, que je vais rencontrer cette personne. C'est évident que je vais lancer ce projet. Tu vois, ça veut juste dire que la source créatrice coule en moi et que le terrain est propice et fertile et qu'il n'y a pas d'obstacle. Dans la réalité, il y a souvent des obstacles. Alors, j'ai le goût de faire quelque chose, mais soit il y a une résistance qui vient, ou je me blesse, ou il y a autre chose qui arrive et qui fait que, en réalisant un projet, j'ai toujours l'occasion de nettoyer davantage. Et plus le projet est important, plus vous êtes en train de réaliser une grande intention pour vous, plus les obstacles seront grands. C'est inévitable. J'aimerais bien que ce soit autrement, mais dès qu'on se lance dans un grand projet, c'est comme si on réveille en soi plein d'éléments qui sont dans l'inconscient et ça remonte, et voilà l'occasion de faire du nettoyage. Et on ne peut que constater, après avoir réalisé un projet, et ça peut être une union, une vie de couple qui va durer 5, 10 ou 20 ans, qu'il y a cette relation qu'on a vécue, mais surtout combien on s'est construit au travers de cette relation. Qu'importe si elle se solde par une séparation qui se fait dans la légèreté ou bien dans la non-légèreté, comme ça arrive un peu trop souvent, mais je me suis construit au travers de cette relation, au travers de cette activité. Et on en parlait ce matin, et c'est un élément que je trouve très important, qui est principalement les personnes qui ont eu un passé difficile. On se construit à travers ces difficultés. Et dès qu'on arrive à transcender, à transformer toutes ces épreuves et qu'on apprend les leçons, tu vois, qu'on transforme le plomb en or, il me semble que c'est ça, la vie. C'est de vivre des expériences qui ont pour but de me transformer et de me façonner et de faire en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Alors, je l'ai dit à quelques reprises, j'ai écrit un livre sur créer sa vie, mais il y a beaucoup de gens que ça n'intéresse pas parce qu'ils n'ont pas envie forcément de créer en conscience. Et puis, il y a une période où ça nous intéresse parce qu'on a besoin d'outils, on a besoin que ce soit un peu balisé pour mettre des éléments en conscience. Et puis, quand ça coule de source, on peut prêter son livre ou le donner. Parce que, ça va, c'est intégré. Il y a quelque chose ici qui est conscient de la puissance de son pouvoir créateur et qui l'utilise pour mettre en branle des expériences, mais celles que j'ai envie de vivre. Alors que quand les ingrédients qui servent à la création viennent de mon inconscient, il y a des trucs qui ne sont pas trop sympathiques et qu'on n'a pas envie d'expérimenter. Alors on peut, par avance, aller nettoyer son inconscient pour faire que le tableau de sa vie, que l'œuvre de sa vie, soit quelque chose qui soit plutôt chouette à vivre. J'ai l'impression, quand tu parles, que tu parles de gens qui sont à 10 km de la ligne de départ. Et je me dis, mais ceux qui sont sur la ligne de départ, moi, qu'est-ce que je peux faire? Poser la belle question que tu es en train de poser.
Ouais. Pour moi, l'élan créateur, celui qui me sert à créer ma vie, j'ai surtout besoin, nous avons surtout besoin qu'il soit connecté à ce qu'il y a de plus beau et de plus profond en moi. Alors, peut-être que l'élément le plus important, c'est êtes-vous connecté à vous? Si vous ne l'êtes pas, il y a beaucoup de façons de l'être, mais j'ai mis en ligne il y a presque un an une petite vidéo qui s'intitule « 5 étapes pour s'ancrer dans la présence ». Une vidéo qui dure 20 minutes. Si vous sentez que vous êtes hors de vous, faites ça et vous allez juste revenir présent en vous. Maintenant que je suis présent, moi je sens cette connexion, tu vois, aujourd'hui, elle bouge un peu. Aujourd'hui, je la sens vraiment ici. Parfois, elle est plus près du cœur. Et là, je sens que je suis en train de vous dire la vérité, que je suis en train de vous donner quelque chose de précieux qui part de l'espace profond en moi. Et si je suis présente et vraiment connectée à ce que j'ai envie, les envies, les désirs, c'est plutôt au niveau du cœur, et moi je sens plus les besoins au niveau du hara. Si je suis connectée à ça, le reste, ça coule de source. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas rencontrer des difficultés, mais si je sais que je suis connectée au bon endroit, les difficultés, c'est presque un jeu de les surmonter. Et si j'ai cette confiance que ce qui me vient de là, c'est non négociable, c'est ce que j'ai vraiment envie de vivre, alors si c'est difficile, je m'en fous, je vais surmonter toutes les difficultés qui sont nécessaires pour réaliser ce que on appelle le plan divin, le plan que je suis venue réaliser sur Terre. Et quand une âme s'incarne, elle s'incarne avec des choix d'apprentissage et de défis à relever. Et comment on sait qu'on est vraiment en train de vivre la vie qu'on doit, entre guillemets, doit, mais dans le sens positif du terme, qui est juste de vivre, c'est quand je me lance dans l'action et que ça me met le cœur en joie. Et prenez un exemple tout simple. Vous vous levez le matin et vous pouvez faire comme d'habitude. Je ne sais pas ce que vous faites, vous prenez votre douche, vous faites votre toilette, vous prenez un café. Est-ce que ça vous met en joie de faire ça? Et si ça ne vous met pas en joie et que vous avez un tant soit peu de disponibilité, essayez juste de faire ce qui vous met en joie. Et peut-être que ce matin, c'est je ne prends pas de petit déjeuner, je prendrai un café à la cantine un peu plus tard, seul ou avec des amis. Je change la routine. Qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est de découvrir un nouveau trajet. C'est quand on est connecté tout le temps au désir de son cœur, on casse les habitudes. Et quand on casse les habitudes, soudain, on se sent plus vivant. Et on est forcément dans le moment présent, en train d'écouter ce qui se dit. Et je pense que nous sommes nombreux à avoir fait l'expérience que pendant des années, moi, j'ai pas trop écouté mon corps. Et après, il y avait ma petite voix qui me parlait aussi, mais c'était dans mes périodes où j'avais de nombreuses boutiques au Québec. J'en avais 17 et j'avais un ego d'enfer qui me faisait avoir plein de projets.
Alors, j'écoutais rien de ce qui se disait vraiment à l'intérieur et je n'écoutais que ce bourreau de travail qui en voulait plus. Bien sûr, jusqu'à l'épuisement et pour le bilan. Il fallait bien qu'il se passe un truc comme ça pour m'arrêter. Après, c'est bon, j'ai compris. Mais j'ai payé cher. J'ai payé cher de ne pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc de ne pas être connecté à ce que vraiment mon âme et mon cœur voulaient. Mais je sais qu'à cette époque, l'ego avait une très grande place et le mieux que je pouvais faire, c'était de satisfaire mon ego et de me planter. Et cette faillite a été une sacrée bénédiction. Ça m'a sorti de ce cycle infernal et ça m'a ramené, en tout cas, ça m'a permis d'entreprendre ce chemin du retour à la maison. Pour conclure, j'aimerais vous laisser une petite question à garder au chaud dans votre cœur et à vous poser le plus souvent possible. Qu'est-ce que j'ai vraiment le goût de faire? Et j'aime bien quand je mets vraiment, c'est comme si c'est pas les trucs inutiles de l'ego, vraiment c'est que c'est mon cœur, c'est quelque chose de profond et que cette question on peut se la poser des dizaines et des dizaines de fois jusqu'à ce qu'elle habite en nous et qu'elle ne nous quitte plus, qu'elle soit notre moteur. Donc si je n'ai pas envie ou le goût vraiment de faire quelque chose, même si je m'y suis engagée, je suis capable de me désengager pour rester fidèle à ce que mon cœur veut et rester vraiment dans la droiture et la cohérence de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je ne vous dis pas que c'est une garantie de bonheur, mais en tout cas, ça peut vous faire quelques pas intéressants sur le chemin du bonheur. Merci.